Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, State of Design, de la gravure atomique et Insight eSport, c'est parti pour l'épisode 69. L'article sur le State of Design, c'est-à-dire dans quel état est la capacité de Wizards of the Coast à designer des nouvelles cartes, c'est une tradition maintenant chaque année sous forme d'article par le chef de cette équipe, Mark Rosewater. Mark Rosewater d'ailleurs, dont on entend un petit peu moins parler maintenant qu'il passe un petit peu le rôle de personne visible de chez Wizards à Gavin Verhey, mais il est toujours bien là, il se concentre sur ce qui est plus important pour lui. Et c'est assez sympa de voir un retour de sa part chaque année sur qu'est-ce qu'ils ont bien fait ou qu'est-ce qu'ils ont mal fait, quel set de draft a été apprécié et quelle sorte de promo est plutôt mal passé. On va voir quels sont les points les plus intéressants pour nous de cet article. Déjà, globalement, cette année, en 2020, ils ont vendu beaucoup de cartes, donc ils sont contents. En tout cas, le portefeuille leur indique qu'il faut continuer dans cette direction. Mais ils voient quand même 7 par 7. Alors déjà, pour Zendikar, les MDFC, c'est-à-dire les cartes double face, ça a été très apprécié. Ils auraient pu faire un petit peu plus original et avec plus de nouveautés plutôt que juste reprendre ce qui a fait le succès de Zendikar. Mais grâce à cette mécanique qui lisse le mana des cartes double face, qui rend le draft beaucoup plus intéressant, c'était plutôt très positif. Kaldheim, ils ont beaucoup travaillé sur le monde pour avoir fait quelque chose avec le lore très riche. Et finalement, il n'y avait qu'un seul set, donc on n'a pas pu beaucoup le voir, on n'a pas pu beaucoup l'explorer. D'ailleurs, le professeur de Tolerant Community College en a parlé du fait que maintenant les gens en ont marre parce qu'on voit trop de choses. Là, il y avait tellement d'informations qu'on n'a même pas eu le temps de apprendre le nom des différents royaumes de Kaldheim. En tout cas, Maro a l'air plutôt d'accord et dit qu'ils auraient pu en faire 2 sets. Et globalement, les joueurs ont aimé l'univers quand même et les mécaniques, donc le draft aussi, il faut dire ils sont forts à ça maintenant, plutôt un succès. Strixhaven, les gens ont adoré les archives, donc il y a eu des bons feedbacks sur ce thème de c'est les sorts qui comptent, parce que j'avais pas remarqué tout de suite personnellement, mais les archives mystiques c'était que des sorts et aucun permanent. En revanche, un petit côté négatif sur ce set, c'est qu'ils sont allés, ils trouvent trop loin dans le côté high school américain, c'est-à-dire les affaires de l'école, de l'université à l'américaine. Ce truc de campus, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans toutes les cultures, donc il aurait aimé peut-être faire un petit peu moins de ça. En ce qui concerne le dernier set, Donjons & Dragons, c'est le set qui a provoqué le plus de retours contradictoires, parce que y en a qui ont adoré et détesté, et je suis d'accord avec ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Il y a eu des joueurs de Magic depuis longtemps qui n'ont pas trop aimé, en fait, parce que c'était pas si intéressant que ça selon eux. Il faut pas oublier que ça a remplacé quand même un set de base, il n'y a pas de core set 2022, c'est ça à la place, donc ça fait une flavor pas mal pour un set qui est de toute manière généralement pas spécialement adoré. Et d'autres qui ont adoré, j'ai vu sur Twitter pas mal de gens qui ne jouaient pas ou qui ne jouaient plus à Magic, qui sont revenus parce qu'ils aimaient bien Donjons & Dragons. Donc un petit peu partagé, mais l'aspect Donjons & Dragons ça a été apprécié, les gens aiment toujours les dragons, donc tant mieux. Pour Modern Horizon 2, c'était vraiment, ça a très bien marché, donc ils sont très contents de ce qu'ils ont fait. Ils disent tout de même qu'ils sont allés un petit peu trop loin dans les versions promo différentes. On avait du all frame, on avait du full frame, différentes formes de foiling. Moi j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup trop de versions différentes de chaque carte, et heureusement ils l'ont noté un peu, même si on a dépensé tout notre argent pour ce merveilleux set. Pour Commander Legends, parce qu'il y a aussi eu ça cette année, ils sont contents d'eux parce que c'est plutôt une réussite à la fois pour le draft, on pouvait faire du commandeur en draft, ce qui était une expérience assez unique, et pour l'influence sur le format EDH, le format commandeur, ça a plutôt bien marché, donc ils sont contents d'eux, de leur nouvelle carte et aussi des reprints qui a lieu avec ça. Le format draft, il aurait pu être un petit peu encore meilleur avec plus de cartes de finisher.
Ils sont peut-être mis trop de nouvelles cartes. C'est vrai que Hullbreacher, la carte de haine bleue qui empêche les autres de piocher des cartes, a été bannie il y a peu. Le Lotus a fait beaucoup de bruit aussi, le Jewel Lotus, mais c'était quand même globalement une réussite. Et voilà pour son retour sur son travail cette année-là. Pour lui, c'est très positif. Moi, je suis d'accord avec lui quand même. Ils sont forts en design. Les sets de draft sont toujours merveilleux à drafter. Et après, on peut reprocher vraiment plein de trucs à Wizards of the Coast. Mais s'il y a trop de produits chaque année ou si l'organized play n'est pas terrible, c'est vraiment pas de sa faute. C'est pas lui qui s'en occupe. En tout cas, merci à Guillaume Gauthier qui a fait un très bon TLDR de cet article que j'ai utilisé pour ce podcast. Une histoire pour le moins originale, c'est l'histoire d'un homme qui tente de déposer, c'est-à-dire de mettre un copyright sur une decklist. Et si les listes de decks de Magic l'Assemblée pouvaient déposer, et après plus personne d'autre pouvait utiliser cette même liste comme ça se fait dans le domaine de la culture pour les chansons, etc. C'est ce que raconte Cory Doctorow sur Twitter qui parle surtout de Monsieur Hovden, qui est un physicien à la base et qui a déjà été vu pour faire des demandes de copyright qui sont un petit peu là surtout pour provoquer le système et pour se faire rendre compte de choses qui peuvent être un petit peu absurdes. Il avait déjà été vu en 2014 à reproduire une œuvre d'art de Escher, une gravure sur des disques d'argent minuscules et donc il avait besoin d'un microscope atomique pour voir cette gravure. Donc tu reproduis une œuvre qui est déposée, il n'y a pas le droit, mais en même temps tu ne peux pas la voir, où se situe le droit vis-à-vis de ça. Bon, apparemment ils n'ont pas le droit, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une autre de ces tentatives de nous faire nous poser des questions. Il dépose une decklist qui s'appelle Anges et Démons. Alors je vous préviens, c'est pas la dernière liste optimisée de standard, c'est quelque chose, il y a des tuteurs démoniaques et d'autres sorts noirs, et puis des anges avec à la fois l'ange de Serra, et puis il y a l'ange pourfendeur, donc une carte qui a été sortie bien des années après. Bref, c'est pas un deck qu'on verrait dans un format cohérent, c'est quelque chose de tout à fait casual, mais ça nous pose la question si ça se fait. Alors apparemment oui, c'est possible, les copyrights ça sert pas à protéger du travail, ça sert à protéger l'innovation, mais par contre on peut se poser la question de si on pouvait vraiment se mettre à déposer des decklists ainsi, ce serait une loi qui serait un petit peu inenforçable, c'est-à-dire que tu pourrais pas aller dans chaque tournoi voir qui joue quoi et porter plainte, ou alors tu pourrais mais ça te coûterait un petit peu cher. En tout cas, ça nous fait nous poser des questions intéressantes et je vous mettrai le lien de l'article qui est un petit peu compliqué, c'est du droit, c'est pas ma spécialité, dans la description et vous pourrez aller voir ça. Et une dernière controverse qui a eu lieu cette semaine, c'est Insight Esport, une organisation qui faisait des tournois notamment de Magic, mais on s'est rendu compte que finalement ils ne payaient pas le payout des tournois. Si tu gagnais de l'argent à l'un de leurs tournois qui était en ligne, et t'attends un peu qu'ils te payent, puis t'attends beaucoup, puis tu te rends compte que même s'ils ont payé quelques tournois, au final, il n'en est rien pour la plupart. Ça ressemble un petit peu à un schéma de Ponzi, tout ça, parce que il y avait les gagnants qui faisaient de la pub pour Insight Esport pour inciter les autres à participer, parce que c'était sympa d'avoir de la compétition. De plus en plus de gens participent et mettent de l'argent, donc ils peuvent commencer à payer les premiers tournois. Et là, il y a des gens dont Insight Esport leur doit jusqu'à $5000 d'argent qu'ils ont gagné au cours des tournois et qu'ils ne payent pas. Donc c'est bien triste, les gagnants s'en veulent beaucoup d'avoir fait la pub de ce système de tournoi et je ne sais pas si l'entreprise va s'écrouler, s'ils vont s'enfuir dans la nature ou s'ils vont finir par payer. J'espère que ça va être le cas, mais en tout cas je crois qu'ils ont bien cassé leur réputation pour faire des tournois chez Magic. Heureusement que les tournois en papier reprennent avec les FNM, bien sûr en continuant à prendre toutes les précautions et si on a le pass sanitaire, ça fait une alternative à ces tournois en ligne. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.